السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الحصة الأخيرة المخصصة لكتاب La sociologie de Anthony Giddens للكاتب جون نيزي. Donc bienvenue dans cette dernière séance de lecture en direct consacrée à la lecture de la sociologie, le livre intitulé La sociologie de Anthony Giddens, écrit par Jean Nizet. Cinquième et dernier chapitre, l'œuvre de Giddens face à la critique. L'œuvre sociologique de Anthony Giddens a suscité un vaste débat critique qui a pris la forme d'ouvrages individuels ou collectifs, de numéros spéciaux de revues ou encore d'articles isolés. À plusieurs reprises, Giddens s'est engagé lui-même dans ses échanges en réagissant aux critiques qui lui étaient adressées. Les apports importants de ce débat, auxquels nous joindrons nos propres appréciations, peuvent se rattacher à 5 critères mis en avant explicitement ou implicitement par les commentateurs: la capacité explicative des apports théoriques de Giddens, leur simplicité, leur cohérence, leur degré de corroboration et enfin la manière dont ils intègrent les savoirs existants, remarquant que plusieurs de ces critères ont également fait l'objet de travaux en philosophie des sciences. Nous nous en inspirerons également dans la discussion qui suit. La capacité explicative. Comme l'ont remarqué de nombreux commentateurs, les apports de Giddens sont majoritairement de nature théorique. Il n'a guère mené lui-même de travail de recherche empirique et il se réfère relativement peu à des recherches empiriques menées par d'autres. Dans quelle mesure ces apports théoriques permettent-ils de comprendre et d'expliquer les phénomènes sociaux? À plusieurs reprises, Giddens s'est prononcé en faveur de cet objectif. Ainsi, dans l'introduction de son livre ou bien de son ouvrage, La constitution de la société, il livre ses réflexions sur ce qui est une théorie du social. Si elle doit être sensible à des questions d'ordre philosophique, elle garde comme objectif premier d'élucider le procès concret de la vie sociale. Donc, ici, c'est un passage de Anthony Giddens. Un chapitre du même ouvrage est d'ailleurs consacré dans sa plus grande partie au lien qui existe entre la théorie de la structuration et la recherche empirique. Giddens y propose 3 consignes utiles pour mener des recherches de terrain. Il parle premièrement de la nécessité de mener un travail ethnographique, deuxièmement de la sensibilité aux habiletés des acteurs, troisièmement de la prise en compte des dimensions d'espace et de temps. Il commente ensuite des exemples de travaux conduits par différents sociologues qui, selon lui, intègrent ces consignes. Ce chapitre est passé au crible dans un article assez acerbe de Nikki Gregson intitulé en anglais on the relevance of structuration theory to empirical research. Selon elle, les 3 consignes fournies par Giddens ne présentent pas le degré de spécification qui est nécessaire dans la conduite d'un travail empirique. En effet, elle isole 3 thèmes très larges susceptibles de présenter de l'intérêt, mais ne donne aucune indication précise quant au contenu à explorer ou aux directions méthodologiques à prendre. Se penchant ensuite sur les exemples de recherche empirique commentés par Giddens, elle montre que ce commentaire ne rend nullement compte de la richesse des travaux analysés. Les chercheurs évoqués n'ont nullement eu besoin de ces consignes pour mener à bien leurs travaux.
Ils se sont en fait inspirés largement d'autres auteurs. En conséquence, il est difficile de voir exactement quel pourrait être le caractère distinctif des travaux empiriques inspirés par la théorie de la structuration. Cette théorie est ainsi, pour elle, une théorie de second ordre qui vise à conceptualiser les éléments généraux qui constituent la société humaine. Elle n'est en rien une théorie de premier ordre qui engendrait des concepts applicables directement dans le cadre de travaux de recherche empirique. Dans sa réponse à Grigson, Grigson a critiqué beaucoup Giddens. Donc, dans sa réponse, Giddens à Grigson estime le propos de son interlocutrice trop tranché. Il admet que certaines parties de la théorie de la structuration s'appliquent à un grand nombre d'activités et de contextes et pourrait relever de ce que Grigson appelle une théorie de second ordre, ce qui lui-même appelle ailleurs une ontologie de la vie sociale. D'autres aspects, ça veut dire d'autres aspects de sa théorie de la structuration, en revanche, ont davantage de substance en ce sens qu'ils orientent l'attention du chercheur vers des processus ou des aspects spécifiques de systèmes sociaux concrets. Dans un autre texte datant de la même époque, Giddens tient un point de vue similaire en affirmant que certains des concepts issus de la théorie de la structuration devraient être utiles comme moyen de sensibilisation à des fins de recherche. Les critiques de Grigson portent sur la théorie de la structuration et plus précisément sur son ouvrage La constitution de la société, chapitre 1. Or, dans toute la production de Giddens, d'aucuns ont établi une différence entre, d'une part, sa théorie de la structuration et d'autre, sa sociologie substantielle. Ces travaux à portée plus empirique, dont l'objectif principal est moins la construction et l'élaboration d'une théorie que la compréhension d'événements ou de situations dans le monde, ont fait l'objet des chapitres 2, 3 et 4. Ici aussi, de nombreux commentateurs reprochent à Giddens le caractère trop général, trop universel de ces concepts, dès lors qu'il s'agit de mener des analyses empiriques. Donc, les auteurs qui ont critiqué Giddens, ils reprochent que Giddens, il lui reproche le caractère général et universel de ces concepts. Ainsi, par exemple, on prend un autre exemple. Ainsi, Casperson regrette que les concepts proposés par Giddens pour étudier la vie quotidienne, par exemple la réflexivité et le pouvoir de l'acteur, le caractère routinier des pratiques sociales, leur inscription dans le temps et dans l'espace, etc., ces concepts-là, ne permettent pas, selon Casperson, ne permettent pas de décrire et d'expliquer les différences qui se manifestent entre les individus. Pour analyser ces différences, on pourrait recourir entre autres à la notion de culture, estime Casperson, mais Giddens n'y accorde aucune place dans sa théorisation. Un point de vue similaire est adopté par Floya Antias, pour qui la conception de l'individu moderne défendue par Giddens est trop universaliste. Elle ne tient pas suffisamment compte des inégalités liées au sexe, à l'appartenance de classe ou encore à l'origine nationale et ethnique. Un exemple de propos universalistes, les régimes alimentaires. L'analyse que Giddens propose des régimes alimentaires est illustrative du caractère souvent universaliste des propos qu'il tient sur l'individu contemporain. Donc, c'est quoi un propos universaliste? Ça veut dire que Giddens analyse l'individu et il ne prend pas en compte, de manière générale, il ne prend pas en compte
les particularités et la diversité des individus. Donc là, par exemple, Giddens dit: la réflexivité du corps a connu une accélération fondamentale avec l'invention du régime alimentaire, dans son acception moderne, naturellement bien différent de celui qui était pratiqué dans l'Antiquité en tant que phénomène de masse datant tout au plus de quelques décennies. Le régime alimentaire est intimement lié à l'apparition d'une science de la nutrition. Il a également pour effet de confier à l'individu possesseur du corps la pleine et entière responsabilité de développement ainsi que de l'apparence de ce dernier. Ce que mangent les gens, même les plus matériellement démunis, devient ainsi une question de sélection diététique tout imprégnée de réflexivité. À l'heure actuelle, tous les habitants des pays développés, à l'exception des très pauvres, sont au régime grâce à l'efficacité sans cesse croissante des marchés mondiaux. Non seulement la nourriture est abondante, mais le consommateur trouve en outre à sa disposition tout au long de l'année une grande diversité de produits alimentaires. Dans ces conditions, ce que l'on mange relève d'un choix quant au style de vie qu'on entend avoir, ce choix étant influencé et constitué par d'innombrables manuels de cuisine, brochures médicales, vulgarisés, guides nutritionnels, etc. Donc là, c'était Giddens, les propos de Giddens. Ce que Giddens dit ici du régime alimentaire n'aide guère le sociologue qui souhaiterait mener une recherche empirique sur la question. En particulier, il n'attire pas l'attention du chercheur sur les différences concernant la fréquence de cette pratique, les formes qu'elle peut prendre, les significations spécifiques qu'elle peut revêtir en fonction des critères qu'ont mis en avant les sociologues de l'alimentation, tels que l'âge, le sexe, l'exercice au nom d'une activité professionnelle, le fait de se restaurer dans le foyer ou hors de celui-ci, etc. Dans le texte cité, Giddens suggère toutefois une hypothèse plus précise: ce que l'on mange peut être mis en rapport avec le style de vie de la personne, mais il ne propose aucune typologie de ces styles de vie et ne montre pas en quoi il conditionne les pratiques alimentaires, de ce que s'attachent à montrer les sociologues qui interprètent les pratiques alimentaires à partir de la notion d'habitus proposée par Pierre Bourdieu, ou à partir de celle d'ethos dans une perspective plus weberienne. Donc on voit ici que Anthony Giddens a été critiqué par son universalisme. Ça veut dire qu'il a une vision générale des choses sans précision. Des critiques similaires sont émises sur d'autres volets des théories de Giddens, telles que sa problématique du temps et de l'espace. Sa typologie des sociétés, par exemple, aussi, elle a été critiquée. Sa théorie des mouvements sociaux aussi, elle a été critiquée. Sa théorie de la modernité aussi, ou encore sa problématique du changement institutionnel. Sur ce dernier thème, par exemple, Arthur Stanchcombe estime que Giddens nous a proposé une bonne esquisse de ce qui est nécessaire pour élaborer une théorie de la dynamique institutionnelle. Mais il ne nous a pas fourni les concepts nécessaires à un niveau plus bas d'abstraction pour construire une théorie plus concrète du changement institutionnel. La simplicité. Le lecteur qui ouvre un ouvrage de Giddens est frappé par la masse des concepts, des distinctions qui sont présentées, ainsi que la multiplicité des propositions théoriques qui sont énoncées. Centrons-nous sur la profusion des concepts. Ce point a l'avantage de pouvoir être mesuré, au moins approximativement, à partir des index que Giddens construit à la fin de la plupart de ses œuvres. Le record est détenu ici par
la constitution de la société. Ça veut dire par son ouvrage intitulé La constitution de la société. L'index comporte 390 entrées principales. En ajoutant les entrées secondaires, on arrive à plus de 1000 items, sans compter les noms propres. Ces entrées d'index ne renvoient pas à des termes utilisés par l'auteur de manière incidente. Ce sont bien, pour la plupart d'entre eux, des concepts construits dûment définis par Giddens, distingués d'autres notions théoriques élaborées par ailleurs, ou différenciées de notions admises dans le langage sociologique habituel, dont Giddens prend en quelque sorte le contre-pied. Ces concepts présentent très souvent un haut niveau d'abstraction. À y regarder de près, il n'est pas rare que deux concepts, ou davantage, aient des significations très proches, qu'ils apparaissent comme des quasi-synonymes, ce qui donne au lecteur une impression de redondance. Là, c'était Casperson qui a critiqué Giddens dans ce point-là. Examinons par exemple les définitions proposées des trois concepts de mode de domination, dialectique du contrôle et de règles. Elles sont quasi identiques. Toutes les trois se réfèrent à la présence d'acteurs, aux relations d'autonomie et de dépendance, qui lient au caractère régularisé ou routinier de ces relations. Cette profusion et ces redondances conceptuelles, avec la multiplicité des propositions théoriques qui en est la contrepartie, contredisent l'exigence de simplicité, parfois appelée parcimonie ou économie, mise en avant par plusieurs philosophes des sciences. Selon ceux-ci, une hypothèse ou une théorie simple doit être préférée à une hypothèse ou à une théorie compliquée. Certes, admet-il, mesurer le degré de simplicité d'une théorie n'est pas chose aisée. Parmi ceux qui se sont essayés, retenons les propositions de Karl Popper, par exemple, qui rattache le critère de simplicité à celui de réfutabilité. Pour Karl Popper, une théorie scientifique empirique est une théorie qui peut être réfutée, falsifiée. Or, ce sont les énoncés universels qui se prêtent le mieux à la falsification, puisque leur portée empirique est la plus large. Une théorie falsifiable est donc faite d'énoncés universels. Elle est forcément plus simple qu'une théorie qui se dote de multiples hypothèses auxiliaires qui permettent de la sauver lorsqu'elle est menacée de falsification. Karl Popper. Giddens n'est pas d'accord avec cette manière de voir. Sans évoquer le critère de simplicité, il critique son corollaire, le critère d'universalité. Selon lui, les théories des sciences sociales n'ont pas pour but, au moins pour but principal, d'arriver à des énoncés de portée générale, mais bien de fournir des schèmes conceptuels de portée plus limitée. Si ces schèmes doivent donner lieu à des explications, ce ne sont pas des explications de portée générale, mais des explications plus contextuelles. Mais si l'on admet le bien fondé des arguments de Giddens, il ne justifie que très partiellement la surabondance, il ne justifie que très partiellement la surabondance des concepts et des propositions théoriques qu'il nous livre dans certaines de ses œuvres. En effet, c'est dans ses travaux théoriques les plus abstraits que l'on observe la plus grande profusion conceptuelle. Pour ce qui concerne ces théories à portée empirique, en revanche, d'aucuns lui reprochent au contraire une insuffisance de concepts et d'hypothèses explicatives. La cohérence. On peut définir le critère de cohérence
Les philosophes des sciences parlent aussi de consistance. On peut le définir, ce critère de la cohérence, comme une absence de contradiction ou d'hétérogénéité entre les parties constitutives d'un corps de connaissances. Plusieurs commentateurs ont relevé chez Giddens ce qu'on peut appeler des incohérences théoriques partielles. Certains concepts, certaines propositions théoriques sont contradictoires avec d'autres. Personnellement, entre parenthèses, je vois quand un auteur écrit beaucoup, c'est normal qu'il va écrire des contradictions. Et Anthony Giddens a écrit plus de 35 livres, plus de 35 ouvrages, donc c'était normal d'écrire des contradictions. Alors, mettons ici en relief ce qui nous semble être une incohérence plus globale. Celle que l'on observe entre le programme de travail que Giddens met en place par sa théorie de la structuration et ses propositions théoriques à portée plus empirique. Sa théorie de la modernité, celle de la modernité radicale ou encore sa théorie de l'État, etc. Dans cette dernière théorie, Giddens fait très peu de référence aux acteurs individuels, à leur pouvoir, à leur réflexivité, etc. Quand ces notions apparaissent, c'est de manière incidente et sommaire. Ainsi, dans The Nation State and Violence, dans son ouvrage intitulé The Nation State and Violence, l'État-nation et la violence, chapitre 2, Giddens présente le système diplomatique européen qui se met en place à partir de 1815 comme un système guidé réflexivement. Mais le commentaire en reste là. On ne trouve aucune analyse montrant comment les chefs d'État et ou les diplomates de l'époque agissent en tant qu'acteurs réflexifs, comment leurs actions sont à la fois contraintes et rendues possibles par des règles et des ressources, comment elles s'inscrivent dans le temps et dans l'espace et comment, in fine, elles contribuent à produire le système diplomatique dont il est question. Bien au contraire, l'analyse se limite à établir un rapport entre la mise en place de ce système diplomatique et le développement d'autres systèmes comme l'industrialisme ou le capitalisme. Notre propos rejoint ainsi celui de Jean Breuilly qui constate un écart sensible entre les analyses historiques de Giddens et les principes de sa théorie de la structuration, en particulier l'insistance qu'il met sur la compétence et la réflexivité des acteurs. Dans le même sens, Benton regrette que Giddens ne fasse guère référence à la réflexivité des acteurs lorsqu'il élabore sa théorie des mouvements sociaux. L'acteur individuel est donc largement absent des analyses de Giddens que nous qualifierons de macrosociales. Certes, c'est dans le cadre de ce type d'analyse que le rôle de l'acteur est le plus difficile à établir, mais c'est aussi à ce niveau que l'on attend le plus de Giddens. De la même manière, on attend qu'il mette en avant le rôle des institutions, des systèmes sociaux lorsqu'il procède à des analyses que nous qualifierons de microsociales. Tel n'est pas le cas, estime Casperson. Donc Casperson estime que Giddens n'a pas, Casperson estime que Giddens n'a pas respecté sa théorie de la structuration, parce que la théorie de la structuration suppose que quand on travaille sur un sujet, on travaille à un niveau microsociologique et aussi en même temps à un niveau macrosociologique. Mais pour Casperson, Giddens a travaillé sur des sujets en fait au niveau macro-sociologique sans en fait porter attention aux acteurs, à l'individu, et au contraire, quand il travaille sur l'individu, il ne porte pas trop attention à la construction, aux institutions. Donc, estime Casperson qui voit un problème majeur de cohérence entre les principes de la théorie, donc les principes de la théorie de la structuration,
et les travaux sur l'identité, l'intimité, etc. Rejoignant nos réserves émises plus haut, ce commentateur note que Giddens approche l'identité comme un processus où, de manière réflexive, l'individu prend des décisions, que ce soit en matière de sexualité, d'alimentation, d'éducation, de carrière professionnelle, etc. Et par là, se crée lui-même, mais que l'auteur ne met pas en relief la manière dont les structures sociales conditionnent ses choix. On est donc ici face à deux critiques symétriques. Premièrement, Giddens prend peu en compte les acteurs, leur réflexivité, leur pouvoir, etc. dans ses analyses macro-sociologiques. Ça, c'est d'un côté ça. D'un autre côté, il ne met pas en relief le rôle des institutions, des structures, etc. dans ses analyses micro-sociologiques. On doit donc constater qu'il n'est pas parvenu dans ses analyses empiriques à dépasser. Donc il n'est pas parvenu à dépasser le dualisme entre les structures et les acteurs, comme invité pourtant à le faire sa théorie de la structuration. Parce que, en fait, Anthony Giddens, dans sa théorie de la structuration, invite à dépasser le dualisme entre les structures et les acteurs. Ça veut dire, quand on analyse un sujet, sociologiquement, on doit travailler en même temps sur les acteurs et les structures. Mais lui, dans sa pratique, il n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'il est resté dans le dualisme. La corroboration. Continuons à nous intéresser aux rapports théoriques apportés empiriques et demandons-nous à présent dans quelle mesure ils sont vérifiés lorsqu'on observe la réalité sociale qui s'y rapporte. C'est adopter à nouveau le point de vue de Karl Popper en examinant dans quelle mesure les propositions théoriques formulées par Anthony Giddens sont réfutées par l'expérience ou au contraire résistent à la réfutation. Nous nous centrerons sur la problématique du temps. Une des thèses importantes de Giddens ne semble en effet réfutée par des travaux de recherche contemporains. Giddens lie le plus souvent la question du temps à celle de l'espace. Ces thèses, à propos de ces deux phénomènes, sont, comme le souligne Kreib, particulièrement difficiles à saisir. On peut les résumer en deux propositions. Chapitre 2, pour plus de détails. La première, qui ne nous occupera pas ici, consiste à affirmer que, avec l'avènement de la modernité, le temps et l'espace se sont détachés des contextes d'interaction pour devenir des entités abstraites. Ce dont témoigne l'apparition des horloges pour le temps et des cartes pour l'espace. La seconde affirme que l'on assiste avec la modernité, et plus encore avec la modernité radicale, à un croissement de la distanciation spatio-temporelle, ou, en d'autres termes, à un étirement de l'espace et du temps. Ces affirmations valent pour les deux dimensions, tant l'espace que le temps ont tendance à s'élargir, à s'étirer, avec le passage à la modernité, puis à la modernité radicale. Or, si l'on peut se montrer d'accord avec Anthony Giddens en ce qui concerne l'étirement de l'espace, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'étirement du temps. Plusieurs travaux ont mis en relief une évolution contraire. À partir des années 1990, on assisterait plutôt à une compression, à une contraction du temps, en particulier à une contraction de l'horizon temporel dans lequel prennent place les actions et les interactions quotidiennes. Suivons plus particulièrement les thèses développées par Nicole Aubert dans son ouvrage « Le culte de l'urgence ». Selon cette chercheuse, notre époque est en train de vivre une mutation radicale dans son rapport au temps, passant d'un mode de fonctionnement à temps long à un mode de fonctionnement à temps court. Elle analyse plusieurs indicateurs de cette évolution. Elle observe notamment l'explosion des services SOS
24 heures sur 24, etc. Plus fondamentalement, elle analyse la manière dont cette transformation se marque dans la vie des entreprises, en particulier celles qui sont celles qui sont cotées en bourse. C'est là, selon elle, que la transformation du rapport au temps trouve son origine. Un des facteurs importants qui interviennent ici est, selon Aubert, le fonctionnement des marchés financiers et leurs exigences de rentabilité à court terme. Si on traduit ceci dans le langage théorique de Giddens, c'est la dimension capitaliste de la modernité radicale qui serait en grande partie responsable de cette évolution. Contrairement aux hypothèses de Giddens, nous suggérons donc que dans la phase de la modernité radicale, les rapports au temps et à l'espace connaissent des évolutions inverses. À un étirement du rapport à l'espace correspond une contraction du rapport au temps. Il est d'ailleurs significatif que lorsque Giddens se risque à illustrer l'étirement de l'espace-temps lié à la modernité radicale, il fournit uniquement des exemples relatifs à l'espace. Giddens, 1993. Nous avons nous-mêmes montré comment ces mouvements contradictoires s'observent dans l'évolution des pratiques et des discours dans le domaine de la formation des adultes. L'intégration des savoirs. Plusieurs philosophes des sciences ont réfléchi à la manière dont les théories intègrent des apports scientifiques antérieurs, contribuant ainsi à l'idéal de l'unification des savoirs. Un idéal qui, pour certains d'entre eux, reste toutefois inaccessible. De manière constante, Giddens a mis en avant cette préoccupation d'unification des savoirs, tant à l'intérieur de la sociologie, contre la sociologie et les autres sciences humaines. Ceci n'allait pas de soi. Nous explique-t-il en particulier au cours des années 1960, lorsque la sociologie américaine était dominante dans le monde anglo-saxon, lorsque des clivages importants existaient entre marxistes et non-marxistes, etc. Cette double tentative d'unification aboutit-elle à des résultats satisfaisants? La plupart des commentateurs émettent sur ce point des évaluations positives. Ainsi, Judith Lazar voit dans la théorie de la structuration une véritable synthèse théorique qui combine des éléments de telle manière que cette combinaison produit une nouvelle fusion qualitativement distincte de chacun de ses composants. Lazar, 1992. Et dans leur introduction critique à la théorie de la modernité, Sue Pena, Martin O'Brien et Colin Hay soulignent à quel point Giddens a pu inscrire ses apports dans les débats qui traversent l'histoire des sciences humaines, ce qui constitue à leurs yeux une réalisation extraordinaire. Une autre manière d'évaluer si la tentative de Giddens s'est soldée par un succès consiste à reprendre une distinction proposée par Mario Bang. Ce philosophe des sciences estime que deux stratégies peuvent être adoptées pour poursuivre l'idéal d'unification des savoirs en sciences humaines. La première est la réduction, qui subordonne un courant de recherche ou une discipline à un autre. Cette stratégie, montre-t-il, est généralement peu fertile. La seconde est l'intégration, qui respecte mieux les multiples facettes que comportent les phénomènes sociaux. Or, il faut remarquer que parmi les commentateurs de l'œuvre de Giddens que nous avons pu lire, on ne trouve pas ce reproche de réductionnisme, à une exception près toutefois à laquelle il nous faut venir à présent. Dans son analyse critique de l'œuvre de Giddens, Ian Craib affiche d'emblée les difficultés qu'il éprouve face aux synthèses telles que Giddens les réalise.
un des chapitres de son ouvrage intitulé The Trouble with Synthesis. Les troubles avec les synthèses. Elle présente, donc c'est une femme chercheuse, elle présente selon lui, elle présente, ça veut dire les troubles de la synthèse, elle présente selon lui deux inconvénients majeurs. Tout d'abord, elles ont pour contrepartie, chez Giddens, le rejet total de certaines perspectives d'analyse. Par exemple, le fonctionnalisme ou l'évolutionnisme. Ce rejet est appauvrissant selon Craig. En effet, toute perspective d'analyse comporte un regard particulier sur la réalité, un regard qui révèle certains aspects qui ne sont pas pris en compte dans d'autres perspectives. Craig montre que le fonctionnalisme, par exemple, permet d'appréhender de manière intéressante des aspects de la réalité sociale qui échappent au cadre d'analyse de Giddens. Ensuite, ces synthèses s'intègrent par l'ensemble des théories dans des autres sciences humaines avec lesquelles Giddens se confronte. Elles laissent de côté certains parties et elles en transforment fondamentalement d'autres. Craig montre ainsi que Giddens sociologise certaines hypothèses empruntées à la psychanalyse. On retrouve donc ici le reproche de réductionnisme. Au travers de ces critiques, Craig ne valorise pas le critère de l'intégration des savoirs de la même manière que les autres commentateurs de l'œuvre et les philosophes des sciences que l'on a cités. Il estime que la recherche d'unification doit pouvoir se combiner avec des formes d'éclectisme. Il se réfère ici en partie au philosophe des sciences Paul Feyerabend, qui plaide pour une conception anarchiste de la méthode et qui critique le principe de compatibilité des savoirs. Il appuie également son argumentation sur l'idée que l'expérience sociale contemporaine est trop complexe et trop fragmentée pour pouvoir être appréhendée au travers d'une seule théorie. Les positions de Giddens. Ce qui domine dans cet examen du débat critique sur l'œuvre de Giddens, c'est l'ampleur et la diversité des reproches qui lui sont adressés. Ceci tient sans doute en partie à l'ambition des objectifs poursuivis par Giddens, qui rend son œuvre particulièrement vulnérable à la critique. Ceci vient également du fait que les commentateurs ou les philosophes des sciences adoptent des points de vue fort différents, parfois même contradictoires. On vient de le montrer sur la question de l'unification des savoirs. On l'a évoqué plus haut en indiquant que certains commentateurs ou philosophes des sciences exigent des propositions générales, tandis que les autres plaident en faveur d'énoncés plus contingents, etc. Il n'est donc pas rare que l'œuvre de Giddens soit ainsi l'objet de reproches contradictoires. Le fait que Giddens s'engage lui-même dans le débat nous permet de mieux connaître les points de vue et les critiques précises avec lesquelles il est d'accord et celles qu'il rejette. Ainsi, il écarte le point de vue de ceux qui voudraient que toute théorisation soit destinée à expliquer, à comprendre les phénomènes sociaux dans leur dimension empirique. La théorie sociale doit aussi permettre d'éclairer des débats philosophiques. Il repousse aussi partiellement l'exigence avancée par certains de produire des énoncés universels. Il refuse également, sans toutefois citer ici Karl Popper, le critère de réfutabilité, les bases empiriques sur lesquelles on peut s'appuyer pour corroborer ou réfuter les théories sont, de son point de vue, fondamentalement fragiles. Ceci tient à la double herméneutique qui caractérise les sciences sociales. Les recherches ne restent pas à l'écart des représentations et des pratiques des acteurs sociaux. Elles les transforment en permanence et de ce fait changent continuellement les bases empiriques
auxquels les chercheurs pourraient avoir recours pour corroborer ou réfuter les énoncés scientifiques. Voilà, donc j'arrive à la conclusion de cet ouvrage. Conclusion. Giddens relève des défis énormes. Redéfinir les fondements de la sociologie, saisir les caractéristiques de la modernité, appréhender les contours de l'identité de l'individu contemporain. Il mène à bien ses projets en dépassant les clivages disciplinaires, en glanant dans les travaux historiques, anthropologiques, psychanalytiques, géographiques, etc., ce qui est nécessaire à la compréhension de son objet. De ce point de vue, on retrouve chez Giddens l'ampleur de vue et l'ouverture interdisciplinaire qui caractérisaient les travaux de plusieurs des pères fondateurs de la sociologie, en particulier Marx, Weber et Durkheim. Sa théorie de la structuration constitue à notre sens son apport. Sa théorie de la structuration constitue à notre sens son apport majeur. Il y propose une conception originale de la sociologie qui s'enracine dans l'histoire de la discipline et qui articule de manière heureuse les acteurs et les institutions. La microsociologie et la macrosociologie, la synchronie et la diachronie. On regrettera que ces apports soient à ce point toffus, parfois confus. On aurait également souhaité que l'auteur fasse davantage le lien avec des recherches empiriques contemporaines, qu'il illustre ses propositions théoriques par des recherches concrètes, qu'il en critique d'autres à partir de ces mêmes propositions, en montrant plus précisément les bénéfices que le sociologue peut tirer de la mise en œuvre des principes de la théorie de la structuration. Que peut-on retenir de ces théories à portée plus empirique ? On soulignera la richesse de son analyse. On soulignera la richesse de son analyse de la modernité qui la relie à 4 institutions, l'une d'entre elles, la puissance militaire, constituant un apport d'une grande originalité, tandis que les 3 premières, le capitalisme, l'industrialisme et la surveillance, se rattachent aux auteurs classiques, aux plus contemporains, tels que par exemple Marx, Durkheim ou même Michel Foucault sur la surveillance. De ce point de vue, on voit tout le bénéfice que Giddens tire de son approfondissement de la pensée de Marx, qui a été un des premiers à réintégrer dans l'héritage global de la sociologie en dépassant le clivage entre marxistes et non-marxistes qui prévalait à l'époque. On retiendra aussi la perspicacité de ces analyses des changements qui touchent les institutions et les identités contemporaines. On soulignera en particulier l'intérêt de ces analyses du rapport au corps de l'individu contemporain, de ses relations intimes, etc. Ces objets, généralement considérés comme étant aux frontières de la discipline, deviennent avec Giddens des objets sociologiques à part entière. Ces analyses de la modernité et de l'identité contemporaine auraient été bien plus stimulantes encore si Giddens avait pu davantage y réaliser le programme de travail défini dans le cadre de la théorie de la structuration. S'il avait pu mieux intégrer la dimension de réflexivité et de pouvoir des acteurs dans le cadre de son analyse des institutions de la modernité, s'il avait mieux tenu compte des effets contraignants des institutions lorsqu'il se penche sur les comportements des individus contemporains. On appréciera enfin la dimension épistémologique de l'œuvre de Giddens, son souci constant de clarifier les choix qui sont à la base de ses analyses ainsi que sa disponibilité pour en débattre avec les critiques. Avec les autres qualités de l'œuvre que nous venons de mentionner, elle fait de Giddens un auteur majeur de la sociologie contemporaine. Voilà, j'arrive à la fin. Wa lillahi alhamd ala fadlihi wa karam.